Bonjour à tous, je m'appelle Diego Pazos. Bienvenue à Chamonix, à la place du Triangle de l'Amitié. Vous allez embarquer avec moi pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, appelé UTMB, le tour du massif du Mont Blanc, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Attachez vos chaussures, serrez vos sacs à dos, remplissez vos gourdes. C'est parti! Looking good, Diego. Tu veux te changer de t-shirt? Ouais. Allez, babe, ils sont juste là. Allez, Haïti. Good, Diego. That way, that way. Là-bas. Allez, babe, allez. Allez, babe, il est 2h25. T'es prévu à 3h11. Tu remontes. C'est bien, babe, c'est bien. On est là pour te réchauffer, de l'eau chaude pour tes petites mains, tous les petits trucs. Donc, et tu repars à bloc. Donc, let's go. Allez, Diego. Allez, Diego. 30. Oh, ici. On change tout, hein? Non. Non? Non, pas de chaussures, rien. Pas d'habits, Juste, rien. mets-moi des chaussettes là-dedans. Oui. Je veux ma spiruline, Tu changes de gants? mon magnésium, j'ai oublié. Oui.
Jordi, il est à 10 minutes maintenant, 10-15 minutes de toi. Les bâtons, c'est bon? Tout est bon? Attends, ils sont là. Oui, mais ils sont... Tout est bon, mais... Bizarre, bébé. C'est bien, rentre. Je suis fière de toi, bébé. T'as pas lâché, j'ai eu froid. Je suis vraiment désolée pour toi. Allez, bébé. Allez, donne-toi, bébé. Allez. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over. Quelle ambiance de When folie I'm wiser pour and l'américaine. I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Tous ensemble, allez! Wouh! I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux jambes. Merci aux partenaires de l'Uni d'ailleurs d'avoir affiché notre temps sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est assez extraordinaire. J'ai senti que vous étiez vraiment, vraiment solides, tous avec moi. Donc voilà, bon, maintenant il reste le plus dur, c'est-à-dire à me suivre sur la présentation. Mais je suis convaincu que vous avez tous eu une super préparation mentale et je suis sûr qu'on va réussir à le faire tous ensemble. Alors souvent, quand on me pose souvent deux questions, entre elles, c'est comment j'ai décidé de faire de l'ultra et aussi pourquoi. Alors je vais tenter de répondre déjà à la première. Et pour ça, c'est vraiment extrêmement émouvant d'être là aujourd'hui à l'université parce que c'est un peu là que tout a commencé. C'est un peu un retour aux sources. C'est là où j'ai découvert finalement la course à pied en développant le groupe de course à pied. Et c'est là aussi où j'ai découvert le trail et l'ultra trail. Mais au fait, finalement, ça a aussi commencé, je me suis rendu compte que de choisir justement la voie que j'ai choisie à l'Uni a aussi un lien avec mon choix de l'ultra. Je m'explique. J'étais au gymnase, j'avais plusieurs filières de choix au fait, à l'université. Et bien sûr, j'étais un fan de Conan Doyle et donc de Sherlock Holmes. Mais j'avais aussi d'autres intérêts, notamment le sport, la géographie. Et qu'est-ce qui m'a décidé pour l'école des sciences criminelles et de choisir cette filière-là? C'est finalement le défi. Je savais qu'en première année, il y avait une grosse sélection. On devait être 250, 300, et il n'y avait que 25 personnes qui passaient en deuxième année. Et au fait, finalement, avec du recul, je me rends compte que c'est vraiment ça
qui m'a motivé à y aller. Donc c'est le challenge, le défi. Et c'est ce que j'ai retrouvé, au fait, quand j'ai regardé des images de l'UTMB, comme vous l'avez vu avant, en fait, comme la petite vidéo que je vous ai montrée. En 2011, j'ai vu ces images et je me suis dit, mais c'est quand même un sacré défi et j'aimerais bien savoir si j'en suis capable. Donc, au fait, j'ai trouvé un parallèle entre mes études, dans lesquelles je suis parti, qui ont été extrêmement difficiles, et ce que je vis par moments en ultra. Après, il y a aussi une citation que j'aime beaucoup de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Finalement, c'est exactement ce qui est arrivé. Je ne savais pas que j'en étais capable, mais après, je me rends compte maintenant que c'est totalement possible. Et au fait, je vais même être un brin provocateur. Je pense que toutes les personnes dans cette salle, sauf s'il y a des problèmes de santé plus ou moins graves, seraient capables de faire un ultra. Donc, je lance ça volontairement, bien sûr avec une préparation, mais je ne le dis pas sans base et j'y crois profondément. Mais vous allez me dire, finalement, ah, t'es bien gentil, on est tous capables de faire un ultra, mais pourquoi on aurait envie de sortir de notre canapé, de sortir de notre confort, d'éviter la voiture pour aller passer des nuits en montagne à affronter parfois la pluie, le froid, le tonnerre, des grosses chaleurs, sans manger, il faudrait totalement être fou. Enfin, donne-nous des raisons pour vraiment se lancer dans l'ultra. Et c'est ce que je vais essayer de faire là, en tout cas les raisons pour lesquelles j'ai commencé l'ultra et pourquoi je continue à faire des ultras à passer 40 ans maintenant. Une des premières raisons, on pourrait se dire, c'est pour finir comme ça. Tu es un peu maso et au fait, tu as envie de ce que tu as subi, tu as envie de le faire subir à tout le monde. Donc pour finir un peu comme un boxeur après un combat, après 3 KO. Non, je vous rassure, je ne suis pas comme ça et on ne finit pas tout le temps comme ça. En fait, ça, c'était mon visage après la traversée de la Suisse. Donc là, j'avais une grosse dette de sommeil, une grosse fatigue. Donc effectivement, voilà, je vous rassure, ce n'est pas pour ça que je vous dis que c'est possible de faire un ultra et pourquoi on le fait. Ça pourrait être pour les paysages. Évidemment, j'ai découvert au fait des pays, des îles, des endroits en Suisse que probablement je n'aurais pas connu si je n'avais pas fait de l'ultra ou du trail. Effectivement, c'est ça. Mais est-ce que c'est une raison suffisante vraiment pour vouloir se lancer dans les montagnes de nuit, à la frontale, avec un certain risque, hein. On est dans un sport outdoor, donc forcément il peut passer des choses. Moi, je ne pense pas. C'est une condition, mais je ne pense pas que c'est une raison suffisante. Donc, pour moi, un des premiers éléments a été finalement le défi physique. Au début, je pensais que c'était ça, la principale finalement motivation, le pourquoi je me lançais là-dedans. C'est quand même assez fantastique de se dire qu'à la force de nos simples quadriceps, on est capable de faire le tour du massif du Mont Blanc. On est capable de traverser l'île de la Réunion, de traverser l'île de Madère, de Grande Canaria, traverser la Suisse, notre belle Suisse, via la Via Alpina, pour connaître la Suisse profonde au milieu des Alpes. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc je pensais que c'était finalement le défi le plus important. Je me suis assez vite rendu compte, après mes premières expériences, qu'il y a un autre élément qui est encore un peu plus important et qui, moi, en tout cas, me donne beaucoup plus de motivation à continuer, c'est la partie du défi mental. Donc, effectivement, la connaissance de soi-même. Au fait, on ne se rend pas compte en se lançant là-dessus, on pense que ce sera purement physique et on se rend compte assez vite que, en tout cas, on va dire, difficile de mettre des chiffres, mais 50% voire plus de la performance, quand je dis performance, ce n'est pas simplement de réaliser un résultat. La performance en ultra trail, c'est d'être à la ligne d'arrivée, d'être un finisher, comme on appelle. Ça, c'est vraiment la performance finale pour tout le monde, du premier au dernier. C'est différent que, éventuellement, un 5 km sur route ou un 10 km sur route où tout le monde, même en marchant, est capable de le faire. Là, on se dit, 100 km, 170 km, peut-être même 80 km, est-ce que je suis capable d'aller à la ligne d'arrivée? Donc finalement, il y a une recherche, vraiment un défi mental là-dedans, et c'est ce qui, aujourd'hui, vraiment me pousse. Et quand on parle de défi mental, en fait, l'ultra-trail, de par sa longueur, de par sa difficulté, de par ses moments de solitude, parfois, en montagne, avec des conditions extrêmement difficiles, pousse à l'introspection. On se retrouve seul avec soi-même, seul avec nos peurs, avec nos doutes. On se pose des questions existentielles. Qui suis-je ?
comment je vais réagir dans un moment de peur, de stress, seul en montagne. Au début, on n'a pas forcément les arguments pour répondre, on ne sait pas. Dans une société hyper sédentarisée, où le confort est partout, on prend l'ascenseur, on prend l'élévateur, on prend la voiture, pour tout et n'importe quoi. Comment je réagis, moi, en tant qu'homme, en tant qu'humain, dans des situations comme ça de difficulté. Et ça, l'ultra, on est dénudé dans l'ultra. On est seul face à nous-mêmes. Et finalement, au bout d'un moment, on est face à notre miroir intérieur. En fait, on va dépasser, on va essayer de rechercher nos limites mentales, nos limites émotionnelles. Et au bout d'un moment, cette introspection, elle est même fondamentale pour continuer à avancer, pour se poser les bonnes questions. Mais pourquoi je ne m'arrêterai pas là ? Quelle est la raison fondamentale pourquoi je suis ici ? Pourquoi je fais ce trail ? Qui c'est qui m'a inscrit ? C'est qui le coupable ? Mais je l'ai fait, personne ne m'a forcé. Donc si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Si je ne l'ai pas, là, ça peut être un problème. Si je l'ai, normalement, j'ai les arguments pour contrer ça. Et après, donc finalement, moi j'ai commencé, le trail m'a énormément apporté, après dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, en allant chercher ces éléments, ces ressources intérieures que je pensais que je n'avais pas, que je n'avais jamais tenté d'aller rechercher. En fin de compte, dans l'ultra, un des éléments les plus importants, c'est la gestion de course. Comment on va gérer cette course avec tous les différents paramètres qui arrivent. J'aime bien faire l'analogie du pilote d'avion. Donc là, vous imaginez au volant, dans le cockpit, Airlines Diego Pazos ou Airlines XYZ, et j'ai une multitude de boutons, une multitude de leviers que je peux enclencher. Donc votre corps, c'est l'avion. Et moi, j'appelle ça, au fait, finalement, les paramètres intrinsèques, donc sur lesquels j'ai une action directe. Je peux tout de suite enclencher quelque chose. Typiquement, je peux me mettre à boire, je peux manger, je peux gérer mon allure. Par exemple, je suis parti trop vite, mince, curseur, je dois l'ajuster. Je tire un peu le levier, je ralentis, sinon je sais que je vais pouvoir le payer. Je veux accélérer un petit peu, je veux en mettre un peu plus en descente. C'est tous des curseurs qu'on peut jouer. Il y a tout ce qui est gestion de la fatigue. Là, ça sera au niveau mental. Comment j'arrive à faire croire à mon corps que je ne suis pas si fatigué, alors que je suis totalement détruit, au fond, finalement, au bout d'un moment. Mais il faut réussir, si ce n'est pas grave, si l'analyse de la situation le permet, j'ai mal, c'est normal. J'ai mal aux muscles, de toute façon, on a tous mal aux muscles, au bout d'un moment. Tout le monde, du premier au dernier. La gestion, justement, on parlait de gestion de la fatigue, gestion de la douleur, c'est justement ça. C'est un terme que je vais un peu plus détailler plus tard. Gestion du sommeil, selon la distance, selon le nombre de nuits qu'on va passer dehors. Si c'est sur un ultra trail du Mont Blanc, je vais passer une nuit dehors, je ne vais pas dormir. Mais si je fais une traversée de la Suisse, où je vais passer 3 nuits dehors, je suis obligé de trouver des séquences où je vais dormir. Comment je le fais ? Voilà, avoir une stratégie par rapport à ça. Donc il y a de la préparation. Et la gestion des émotions aussi. Mine de rien, j'en parlerai après, c'est un élément qui est extrêmement important, comme vous l'avez vu avec des ambiances, des atmosphères qu'on peut retrouver sur certaines courses. Il faut pouvoir gérer ses émotions. Donc ça, c'est les paramètres intrinsèques. Et il y a ensuite tous les paramètres extrinsèques, c'est-à-dire qui sont extérieurs à l'avion, qui peuvent arriver, notamment le tonnerre, notamment le froid, les conditions météo en général, hein, le terrain, la technicité. Finalement, les imprévus qui peuvent arriver, il y a toujours un imprévu. On pense avec l'expérience, après 13 ans d'ultra, on peut croire que j'ai un peu tout connu, mais finalement, à chaque course, il y a une spécificité qui arrive dans des conditions un peu différentes et il faut pouvoir se réadapter. Donc ça, c'est des conditions qui sont dans lesquelles je n'ai pas un levier direct pour changer, mais sur lesquelles je dois être capable de pouvoir m'adapter. Donc on est dans une conférence sur les intelligences, ça demande justement une intelligence de course, la gestion de course. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut pouvoir gérer, adapter, et ça, avec l'expérience ou l'apprentissage, on peut énormément progresser dans ce sens-là. Je vais parler un peu plus de la gestion de la douleur. C'est un élément qui est fondamental en ultra trail, parce que comme je disais, tout le monde a mal à un moment donné. Et j'aime bien faire, toute proportion gardée, bien sûr, une analogie avec l'accouchement. Oui, mesdames, ouais, encore un homme qui croit qu'il peut connaître ça. Oui, effectivement, on ne connaîtra jamais ça. Et je ne suis pas en train de comparer les niveaux de douleur. Mais par contre, effectivement, avec ma femme, qui a accouché de 3 enfants,
On avait un projet justement de naissance, et le projet était énormément lié aussi à ce que je vivais en ultra-trail, en termes de préparation mentale, de préparation à l'accouchement. Au fait, elle voulait le faire naturellement, sans péridurale, si tout allait bien, éventuellement sans césarienne, donc de façon plus naturelle possible. Donc finalement, il y avait toute une façon de gestion de la douleur. On sait que la douleur sera extrêmement présente. Les contractions, ça fait mal, ça doit faire très mal. Et donc finalement, comment les accueillir, comment les gérer, les prendre avec, et puis que les contractions soient un allié, au fait, finalement, pour pouvoir arriver à l'objectif. Dans ce cas-là, quel est l'objectif? C'est de donner naissance à un enfant en bonne santé. Donc chaque contraction a une utilité. Une contraction de moins, c'est un pas de plus vers l'objectif final. Et donc, à partir de ça, moi, je me suis aussi basé de l'exemple de ma femme sur ses accouchements, et je n'étais plus le même après l'avoir accouché qu'avant. Chaque départ d'ultra-trail, pour moi, c'était mon accouchement. C'est-à-dire que je savais à un moment donné que j'allais avoir mal. Mais au fait, chaque pas, chaque mètre, ça me rapprochait de la ligne d'arrivée. Et quand je suis dans ce qu'on appelle en anglais la pain cave, donc la cave de la douleur, c'est quelque chose qui arrive en ultra-trail, on a l'impression que c'est la fin du monde, qu'on a mal partout, que finalement on pleure de douleur à des moments, et ben, c'est de savoir que finalement cette douleur, elle est là, mais elle a aussi une utilité, elle est inévitable. Et donc j'aime bien aussi cette citation, pain. Donc la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Il faut bien différencier entre douleur et souffrance. On peut avoir mal sans souffrir. La différence entre les deux, c'est l'approche aussi mentale qu'on veut donner, que ce soit pour un accouchement ou que ce soit aussi, dans ce cas-là, pour un ultra-trail. Typiquement, sur cette... donc là, ce n'était pas une course, c'était un projet pendant le Covid. Donc la traversée de la Suisse, de Vaduz jusqu'à Montreux, donc 390 km, 24 000 mètres de dénivelé positif, et une relativement importante dette de sommeil, finalement. J'ai dormi 3h30 en 3 nuits et demie. Donc voilà. Et là, vous allez voir quelques images où là, je suis vraiment dans la douleur, dans la gestion de la douleur. Du moins, je le tente, parce que je ne dis pas que c'est facile de mettre en place ce que j'ai parlé avant. Ça peut être une aventure d'une vie. C'est incroyable. C'est intense, c'est émouvant, c'est humain. Et voilà, c'est l'ultra-trail aussi. Je souffrais le martyre un peu dans cette descente. Je ne pouvais plus poser la jambe, donc chaque pas, ça me faisait crier de douleur. Et dès que je mettais la jambe, c'était typiquement comme le coup de poignard. On se pose même la question, est-ce qu'on va y arriver? Parce que est-ce que l'autre jambe va tenir jusqu'en bas? Finalement, on met tellement de poids maintenant sur l'autre jambe. Donc c'est vrai qu'il y a du doute. En fait, il n'y a rien eu de gratuit dans cette traversée. Et jusqu'à la fin, j'ai bu le calice jusqu'à la lie. Et j'ai dû vraiment m'employer jusqu'au bout, en fait. De passer cette ligne d'arrivée, de franchir cette haie d'honneur et de retrouver la personne centrale dans ma vie, comme ça, au bout du chemin, comme au bout de la lumière, au bout du tunnel, finalement, d'un tunnel de 390 km. Pour moi, c'est la délivrance, c'est l'émotion. C'est juste fantastique. C'est des émotions qui sont indescriptibles. Des émotions indescriptibles. Justement, on y vient, la gestion des émotions. Donc là, il y a une gestion de douleur, et c'était l'arrivée. Donc finalement, il n'y a plus besoin de gérer les émotions. Là, on peut tout laisser aller. Et c'est là que c'est incroyable, qu'on se rend compte finalement du voyage qu'on a vécu. Mais en général, dans un ultra, la gestion des émotions est très importante. Vous avez vu l'ambiance, l'atmosphère qu'il peut avoir, le départ, où vous faites typiquement une course comme Chamonix, il y a peut-être 10 000, 20 000 personnes au départ, donc on a la chair de poule, on consomme déjà énormément d'énergie juste à gérer ce genre d'émotions. On peut devenir euphorique, mais l'euphorie, elle est passagère.
Et donc, du coup, après, il y a le contre-coup, généralement. Et ça, il faut pouvoir l'assumer, il faut pouvoir le gérer. Pareil, quand on est vraiment au fond du trou, je vous parlais de cette pain cave. Donc, quand on est là, à ces moments-là, il faut pouvoir gérer ça. Il faut pouvoir dialoguer avec le petit diablotin qui va nous dire « Ouais, mais finalement, il y a 3 semaines, tu t'es quand même fait un peu mal à la cheville. Et là, je commence vraiment à la sentir. Ça serait peut-être bien que tu t'arrêtes. Ça serait peut-être… » En fait, finalement, on trouve tout type de petites excuses qui vont nous pousser à l'abandon, à arrêter cette douleur, à arrêter cette chose-là. Donc ces émotions-là qui peuvent être négatives, il faut aussi pouvoir les contrer. Et c'est tout ce qui est important, c'est le dialogue interne. En fait. Ça, c'est une méthodologie qu'on apprend à faire avec soi-même. Des fois, on peut le faire peut-être de manière inconsciente, mais en tout cas, dans l'ultra, ce dialogue interne, il aura lieu de toute façon à un moment donné. Je vous parlais également des paramètres extrinsèques qui peuvent influencer l'avion. La capacité d'adaptation est extrêmement importante en ultra. Il peut nous arriver plein de choses. Typiquement, une anecdote pas très glorieuse, mais qui m'est arrivée et qui aurait pu un peu mal se finir. Lors d'une Trans-Gran Canaria, donc la traversée de l'île de la Grande Canaria, il a fait extrêmement froid pendant la nuit, avec de la pluie. J'avais les gants trempes, je me suis changé plusieurs fois, ça ne suffisait pas. J'arrivais pas à me réchauffer. La conséquence, de un, on a froid, on consomme de l'énergie, mais en plus, j'arrivais plus à m'alimenter. Impossible à ouvrir mes paquets. J'avais la pince qui était totalement bloquée, je ne pouvais plus utiliser mes mains. Et donc là, il faut trouver une solution. Des fois, elle est glorieuse, des fois, elle n'est pas tant. Et là, ma réserve de vessie, au fait, a servi à réchauffer mes mains. Et je me suis uriné plusieurs fois dans les mains, justement, pour essayer de me réchauffer. Donc oui, effectivement, il y en a qui vont dire « mais en plus d'être fou, c'est dégueulasse ». Ouais, effectivement, mais c'est des solutions et il faut savoir s'adapter. Après, au bout d'un moment, on commence à essayer d'éviter ça, de prévenir ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc la capacité d'adaptation, en fait, est hyper importante. Et c'est de nouveau des qualités qu'après, je vais retrouver au niveau professionnel, au niveau familial, de finalement trouver des solutions à une problématique. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, voilà, il faut trouver une solution et il faut qu'elle soit rapide parce que ça peut devenir assez dangereux. On peut partir en hypothermie, il y a une conséquence derrière. On est sur des conférences sur les intelligences. J'aime bien, donc je vous ai parlé de tout ce qui est gestion de course, tous ces paramètres-là. Moi, j'aime bien utiliser le terme de QI trailistique. Alors, on entend déjà dans le sport, un peu, si vous suivez par exemple un peu le tennis, un QI tennis. Roger Federer était l'exemple même. Il a un QI tennis, Novak Djokovic également. Les grands champions ont des QI tennistiques. Dans le trail, c'est un peu pareil. Il y a tellement de paramètres à gérer, il y a tellement d'éléments qu'il ne suffit pas d'être le plus fort sur la ligne de départ pour être le premier à l'arrivée. Il y a une multitude d'exemples de personnes qui ont une capacité, un moteur qui est extraordinaire, par contre, qui n'arriveront même pas à aller au bout d'un ultra-trail, parce que finalement, ils n'ont pas réussi à développer leur QI trailistique, à s'adapter à des situations, et la connaissance d'eux-mêmes n'est pas suffisante, au fait, pour aborder toutes les difficultés qui vont se présenter sur le parcours d'un ultra-trail. Donc finalement, celui qui va gagner, et par exemple Kilian Jornet, qui est donc, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est la légende vivante du trail, de l'ultra-trail, du ski de randonnée, de l'alpinisme, enfin de plusieurs domaines. Non seulement c'est une machine, mais en plus, il a un QI trailistique extrêmement élevé. Au niveau stratégique, il ne fait jamais d'erreur. Il sait à quel moment il doit, typiquement par exemple, porter son attaque, à quel moment il doit faire attention, ralentir, laisser partir. Et tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et peut-être même un peu plus importants que dans d'autres sports, vu la durée de l'effort et tous les paramètres qui sont impliqués. Donc je vous disais, les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'ultra-trail, il y a le défi physique, le défi mental, avec toutes les conditions que je vous ai un peu expliquées, mais principalement, et celle qui me gouverne encore le plus aujourd'hui, c'est cette aventure humaine. Vous avez là des images de la traversée de la Suisse avec toute l'équipe qui m'a suivi pendant quasiment 4 jours. On a eu des échanges incroyables. J'ai vu vraiment des émotions dans ces gens que je ne pensais pas pouvoir voir chez certaines personnes et que je ne pensais pas que simplement de voir quelqu'un courir en montagne pouvait provoquer en fait, chez des personnes qui suivaient simplement le personne. Bien sûr, il y en a qui m'ont suivi en courant aussi, donc eux, ils ont vécu aussi une expérience, on va dire, dans l'avion. Donc ça, c'était aussi extrêmement émouvant. Et donc, il y a plein d'éléments, notamment le partage, typiquement là, avec mes pacers qui m'ont suivi sur cette traversée de la Suisse. Des arrivées extrêmement fortes.
notamment sur mon premier UTMB en 2014, où j'ai vu des proches, de la famille, des amis que j'avais jamais vu pleurer, en sanglots totalement à l'arrivée. Et donc c'est là que je me suis rendu compte au fait des échanges d'émotions et de la complicité qu'on pouvait créer simplement par des moments hyper intenses. Ça peut durer, un ravitaillement peut durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais l'échange, même sans se parler, est tellement intense, tellement important, qu'au fait c'est des souvenirs pour la vie. L'ultra trail, pour moi, a également permet de développer des valeurs qui sont extrêmement importantes. Et notamment, si je mets par exemple l'humilité, c'est parce qu'on peut avoir toute l'expérience qu'on veut. Si demain je suis au départ d'un ultra, si je n'ai pas l'humilité exigée pour ce type d'effort, je vais me prendre un retour de boomerang directement. J'ai beau avoir fait 20, 30, 40 ultras, si je ne reviens pas au niveau 0, si je pense que je suis là, eh ben, je vais forcément faire une erreur, je vais forcément prendre de haut certains éléments, négliger certains éléments, et au fait, le parcours, la difficulté du terrain, les conditions météo éventuellement, vont me remettre à ma place. Donc au fait, c'est une cure d'humilité. Chaque ultra, on revient à un niveau 0, et si on ne l'a pas, il y a de fortes chances que finalement, on ne voie pas la ligne d'arrivée. Le respect aussi, les valeurs de solidarité, de respect entre nous. Là, c'était pendant un UTMB à Trian, au 142e kilomètre. Donc là, moi je suis 8e égalité avec un autre coureur qui doit être juste derrière moi. Et là, c'est le 10e qui rentre dans le ravito quand moi je sors. Donc là, forcément, un top 10 à l'UTMB, c'est pour nous un peu comme nos Jeux Olympiques. Donc ça a une valeur quand même qui est importante. Donc là, on se met dans une phase de compétitivité, alors que tout le reste de la course, on est dans sa bulle, on se focalise sur nous-mêmes. Sur une fin de course, il y a forcément de l'adversité. On veut tenir notre position, on veut éventuellement gagner, mais il y a toujours... On est dans une communauté qui, pour l'instant, en tout cas, on appelle ça un peu l'esprit trail, ça veut tout et rien dire, mais entre nous, au fait, il y a vraiment, on sait très bien que le premier adversaire, c'est nous-mêmes, et que finalement, si on est plus fort que l'autre, ça se fera naturellement. Donc ça, c'est aussi des valeurs qui sont importantes dans notre sport, et qui sont importantes aussi de transmettre, que ça soit à vous aujourd'hui, que ça soit à d'autres coureurs, ou que ça soit à la nouvelle génération, aux jeunes, en l'occurrence, mes enfants, filleuls et autres qui sont ici dans la salle. Et donc ça, c'est vraiment hyper important. Et moi, je trouve que l'ultra-trail, finalement, et le sport en général, mais l'ultra-trail est une école de la vie avec des valeurs de dépassement de soi, de solidarité, d'humilité, qui sont hyper importantes et qui, finalement, de nos jours, font chaud au cœur dans une société, sans vouloir m'étaler, où il y a plein d'autres problèmes, où les exemples ne sont pas forcément les meilleurs pour nos jeunes, de se remettre face à ça, c'est des moments qui sont pour moi très importants et que j'ai envie de transmettre justement à la nouvelle génération. Et enfin, l'ultra-trail, vous avez pu un peu le ressentir, bien sûr sans les odeurs, sans peut-être les émotions, en condensé. C'est un condensé de la vie, justement, un condensé des montagnes russes qu'on peut vivre dans une vie, entre l'arrivée d'un enfant, éventuellement un mariage, une rencontre, tomber amoureux, le décès d'un proche, éventuellement une maladie, des choses comme ça, où on est au fond du creux, dans la pain cave, comme je dis. Donc ça, on le vit dans une vie, mais on le vit sur peut-être 20, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Et nous, on a l'impression de le vivre en 24 heures. C'est haut et c'est bas, pour des raisons différentes, mais c'est des émotions qui sont tellement importantes. Et c'est peut-être ça, finalement, la raison principale pour laquelle on recommence à faire des ultras, c'est simplement pour se sentir vivant, vivre le moment présent. Dans la société, on vit beaucoup dans le futur, on vit beaucoup dans le passé, on est rarement dans le moment présent. Dans un ultra, on est obligé d'être dans le moment présent. Et on a mal partout, donc on se sent vraiment vivant. Et pour terminer, justement, une citation de Kilian Jornet que je vous ai présentée avant, qui dit très justement que la victoire, ce n'est pas d'être premier ou de battre les autres, c'est finalement de dépasser ses propres limites, ses propres peurs, et donc d'aller se surpasser et de transformer ses rêves en réalité. Merci beaucoup.
Bonjour. Bonjour. Je monte pas en courant, c'est mieux pour tout le monde. Donc on va enchaîner avec une petite discussion avec évidemment Diego et également Tatiana Bill qui est doctorante ici à l'Université de Lausanne, qui a travaillé sur le trail, donc une spécialiste aussi de la question. Vous pourrez poser vos questions, on ne va pas faire comme d'habitude où on donne le micro au public, mais en fait vous pouvez scanner ce QR code et ensuite vous pourrez poser vos questions par écrit que je reçois sur mon téléphone. Donc si je regarde mon téléphone, c'est pas que je suis mal poli ou que je check mes réseaux sociaux, mais c'est que je vous lis. Et ensuite, je pourrais pas prendre les questions de tout le monde forcément. Hier, il y en a eu énormément, mais j'essaierai de choisir quelques-unes et de regrouper aussi des thématiques. Donc voilà, je vous laisse. Même pendant la discussion, si d'un coup quelque chose vous vient, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui est plus dur, c'est de faire une conférence devant tant de gens à l'UNIL ou de courir l'UTMB? Les deux sont différentes. Et dans les deux, il y a une gestion du stress, une préparation mentale, en fait, finalement, à avoir. Moi, je dirais que c'est peut-être, effectivement, c'est peut-être plus dur de faire une conférence, parce que finalement, l'ultra trail, c'est mettre un pied devant l'autre. Et on est censé savoir le faire depuis nos origines, depuis la création de l'être humain. Donc, c'est devenu presque naturel maintenant pour moi. Tatiana, dans la conférence, il y a eu plusieurs étapes comme ça, un peu des secrets aussi donnés par Diego. Vous avez interrogé des dizaines de trailers amateurs, trailers et traileuses. Est-ce qu'il y a des points comme ça qui apparaissent chez tout le monde, des valeurs qui se réunissent? Oui, bien sûr. J'ai fait beaucoup d'interviews avec des trailers, mais même aussi de gens qui font le triathlon, des Ironman, qui font l'extreme ski de fond, qui font de natation, parce que c'est vraiment un phénomène global. Cet ultra existe dans plusieurs sports et multisports, et ça, c'était en croissance incroyable. Comme les marathons ont un peu tombé en popularité, les ultras ont vraiment gagné comme 2000% de participation. Il y a vraiment millions de gens qui font ça. Et c'est pour ça c'est intéressant de regarder ça vraiment comme un phénomène, comme tu as dit aussi, de notre monde trop confortable un peu sans valeur et sans but. Qu'est-ce qu'on cherche, non? Comme pourquoi, warum. Et on trouve vraiment pas mal de choses qui sont un peu pareilles pour tout le monde qui est engagé dans ce monde de sport de ultra. C'est vraiment, pour mettre un peu de chapeau académique, oui, on cherche vraiment un peu de satisfaire ces besoins fondamentaux, comme tu as aussi parlé. C'est compétences, parce que c'est vraiment un engagement en long terme. C'est les années et les années qu'on engage de ça, et c'est vraiment ces compétences qu'on développe, cette QI très holistique, comme tu as dit, qu'on développe avec des années, et c'est vraiment une compétence. Après, il y a cette affiliation, oui, les relations avec les autres. On pense vraiment que c'est un sport individuel, mais ce n'est pas le cas. C'est une culture, c'est comme subculture un peu dans ce monde de ultra. Et on trouve son tribu, on trouve tous les amis deviennent des athlètes. Et ça, c'est vraiment aussi un facteur que tout le monde rencontre. Et finalement, c'est cette grande autonomie, cette grande liberté qu'on trouve dans les montagnes, dans ce paysage incroyable. Et si vraiment on trouve une activité, un loisir, une profession où on peut vraiment satisfaire les trois besoins fondamentaux, compétences, affiliation et autonomie, ça devient un peu addictif. Et on reste avec ça vraiment longtemps et souvent toute la vie. Dans la salle, qui a déjà fait un ultra trail en levant la main? Ok. Bravo. Qui a fait un trail? Qui a fait les 10 km de Lausanne? Et qui aimerait peut-être, après aujourd'hui ou même avant, se lancer dans un ultra trail un jour? Il y en a pas mal. Justement, c'est une des questions que j'ai. Quels seraient peut-être les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer pour son premier ultra trail? Justement, il y a la préparation, ça c'est une chose.
de vraiment faire les choses progressivement, de les faire de façon adaptée. C'est-à-dire de penser que c'est un ultra-trail, ce n'est pas forcément une course sur route, donc il y a des spécificités, il y a de la descente, il y a du plat, il y a de la montée, et notamment, principalement les descentes, c'est un des éléments que les gens souffrent le plus en ultra, ils ne se rendent pas forcément compte, mais après avec l'usure, le nombre de descentes, c'est très difficile pour le corps, pour les quadriceps justement à récupérer, c'est de l'excentrique, donc c'est particulier. Mais ça c'est une chose, c'est la préparation. Il y a tout ce qui est gestion de course. Et donc ça, pour moi, c'est l'élément fondamental, surtout quand l'objectif est d'aller au bout, de pouvoir optimiser ces paramètres, ou du moins les tester à l'entraînement et avoir une réflexion sur ces différents paramètres que j'ai parlé, que ce soit les paramètres intrinsèques liés à nous-mêmes, hydratation, nutrition, que ce soit les paramètres extrinsèques, le matériel à tester. Et donc c'est de vraiment prendre la gestion de course comme presque plus importante que la préparation. Ne pas sacrifier tous vos temps libres, éventuellement votre famille et autres, à se préparer, être tip-top nickel, mais finalement d'avoir même pas forcément envisagé comment allait se passer la course. Et en plus, en faisant cette gestion de course, vous allez inconsciemment, même sans utiliser un préparateur mental, vous allez commencer à vous préparer mentalement. C'est une façon de visualiser ce que vous allez faire, et ça c'est fondamental en ultra. Je dirais qu'il vaut mieux arriver sous-entraîné, mais avec une gestion de course maîtrisée, ou au moins avoir déjà quelques réponses, un plan A, un plan B éventuellement, que plutôt d'arriver surentraîné et puis d'avoir même pas réfléchi, voire juste la semaine avant, à tous ces paramètres qui peuvent arriver en ultra. Donc moi le conseil c'est vraiment de se concentrer justement sur le parcours qu'on a envie de faire, sur la distance qu'on a envie de faire, et quelles sont éventuellement les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans l'ultra. Il y a aussi la question de l'intelligence de course avec le rythme. Tatiana, il y a des études scientifiques qui montrent que les femmes sont plus intelligentes ou plus prudentes dans la gestion de la course. Oui, c'est vrai, c'est juste. Et en fait, dans l'histoire de courses vraiment longues, comme 200 km, quelquefois, c'est les femmes qui ont gagné. Parce qu'ils sont vraiment capables de gérer les ressources, comme des ressources des lipides un peu dans notre corps, beaucoup plus intelligence, et ils prennent moins de risques. Ça c'est très important parce que vraiment, comme tu as dit, c'est une activité assez dangereuse. En Suisse, en fait, il y a plus d'accidents en montagne que sur la route. Les montagnes sont dangereuses, le météo peut changer, et si on n'a pas préparé, on n'a pas un sac plein avec des choses changées en marche. Vraiment, il ne faut pas prendre trop de risques. Oui, et les femmes, elles sont beaucoup plus adaptées à ça. Justement, un des paramètres dans la gestion de la course, que je n'ai pas forcément cité, mais c'est la gestion du risque qu'on est prêt à prendre. Typiquement, quelqu'un qui veut finir un ultra, il n'aura pas besoin de mettre le curseur du risque très élevé. Son but, c'est de regarder avec les barrières horaires. Donc, juste pour vous expliquer, dans un ultra-trail, il y a quand même des limites de temps où il faut passer à certains ravitaillements et pour arriver à l'arrivée dans un certain délai. En fait. Donc ça peut être une pression pour les coureurs les plus lents, mais c'est la seule pression qui devrait être pour finir la course. Donc la gestion du risque, dans les paramètres qu'on peut avoir dans le cockpit, la gestion du risque pour quelqu'un qui veut finir, elle ne doit pas être très élevée. Ça ne sert à rien de vouloir partir trop vite. On gagnera quoi? Peut-être 100 positions qu'on va reperdre, et on va en perdre 300 de plus derrière si on a un coup de moins bien. Par contre, quand on joue devant, la gestion du risque est un peu différente. Elle doit être plus fine, forcément, parce qu'on veut jouer une position, on veut jouer un classement. Donc forcément, on va prendre plus de risques. On va peut-être plus sur la crête. Et il faut juste faire attention de ne pas tomber du mauvais côté et puis de passer, d'avoir un gros coup de moins bien. Et pour ça, les femmes, justement, anticipent un peu plus ces moments-là, ont une gestion du risque qui est un peu plus optimale que les hommes, surtout certains hommes qui sont par exemple des têtes brûlées et qui vont partir, et puis si ça passe, quand ça passe c'est extraordinaire, mais ça casse plus souvent que ça passe. Et chez les femmes il y a un peu moins, on le voit au niveau élite. Ouais. Moins de testostérone, oui. Ouais. Moins de testostérone, effectivement. Il y a pas mal de questions sur ta gestion de l'entraînement. On a vu que tu as une très belle famille, tu travailles aussi à la police fédérale. Comment est-ce que tu t'entraînes un peu dans une semaine type?
Ouais. Bah justement, quand je vous disais que si vous vous lancez dans une première aventure, dans un premier ultra, moi je focuserais vraiment sur la gestion de course et pas sur la préparation. C'est parce que ça, c'est ce que j'ai appris avec 13 ans d'ultra trail maintenant. C'est qu'avant, je me focusais beaucoup sur l'entraînement avant et des fois, j'ai eu des coups de moins bien où je me disais, j'ai pas rendu. Enfin, mon niveau de forme était bien plus élevé que la performance que j'ai réalisée. Et au fait, maintenant, aussi d'une certaine façon par obligation, parce que j'ai pas plus que 7 à 8 heures d'entraînement par semaine, j'ai pas plus de disponibilité entre ma vie professionnelle et ma vie familiale et d'autres activités à côté. Je fixe quelques semaines spécifiques dans l'année, dans la planification de l'entraînement, où je sais que je vais pouvoir monter à peut-être 12, 13, 14, 15 heures d'entraînement sur une semaine. Elles sont réfléchies à des moments où je sais que c'est par exemple 3 semaines, 2 semaines avant un événement important, une reconnaissance d'une course. Donc voilà, il y a quelques moments dans l'année, 3-4 semaines, qui vont être un peu plus chargés, que j'ai regardé en amont avec ma femme, avec la gestion familiale, au niveau professionnel, où j'arrive à un peu me décharger, ou bien je prends quelques jours de vacances à ce moment-là pour justement pouvoir charger un peu plus. Mais sinon, le reste du temps, au fait, c'est des heures que tout un chacun peut dégager pour une passion. Il n'y a pas d'extravagance là-dessus. Mais par contre, je dis mon cas, avec mon expérience et ma volonté d'aligner un peu tous ces piliers pour ne pas avoir trop de décalage. Mais l'ultra trail, il faut quand même l'avouer, il y a une grosse tendance à la bigorexie, donc c'est-à-dire à l'exagération, à faire du sport, à être malade, à la volonté de vouloir faire du sport, d'être mal quand on n'en fait pas et de vouloir en rajouter. Et c'est vrai que moi, il y a pas mal d'amis trailers qui sont à 20, 25 heures, 30 heures par semaine, mais qui finalement ne feront pas des meilleurs résultats parce qu'ils arriveront surfatigués, une charge mentale beaucoup trop importante. Et ça, c'est aussi à tenir en considération. L'ultra, il y a aussi cette idée d'aller au-delà. C'est parfois un risque, justement, Tatiana, d'en faire trop, d'enchaîner aussi trop de trails en une saison. Oui, bien sûr. En fait, ce trail, ce sport de ultra, ça devient une passion. Et si cette passion ne reste pas harmonieuse, ça veut dire qu'il n'y a pas de balance avec famille, avec profession, avec aussi dans l'entraînement, ça devient obsessionnel. Ça peut vraiment avoir, et moi j'ai fait une recherche, on a vraiment vu ces passions pour le sport devient obsessionnel, ça a vraiment connecté avec vraiment les conséquences très négatives, même avec bien-être des athlètes, on devient moins heureux si on a trop d'obsession. Et hier, Sophie Lavo aussi parlait de cette obsession des sommets. Si on a trop d'obsession de sommet, on pousse trop, encore une fois, on prend trop de risques et ça, c'est vraiment, on risque finalement la vie. Oui. Un peu en parallèle avec l'alpinisme aussi finalement, où la prise de risque de vouloir absolument faire le sommet, même si les conditions ne sont pas là ou autres, et ben, en ultra-trail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de gens qui font des burn-out. Parce que finalement, c'est un peu comme si au travail, vous voulez en mettre trop, vous passez votre vie au travail, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus d'équilibre. Pareil, s'ils sont tout le temps sur les sentiers, au début, c'est sympa, on vit beaucoup de choses à l'entraînement, mais finalement, on se déconnecte de notre famille, on se déconnecte de notre vie sociale en général. Et voilà, c'est tout excès. Et vraiment là, donc c'est là où la balance est difficile, parce que finalement, bien sûr, il faut un minimum d'entraînement. Bien sûr, c'est grisant au début de passer du temps en montagne, en nature, de la liberté. On voit qu'on progresse. Mais finalement aussi, il faut réussir à garder cet équilibre, parce qu'on peut vite passer. Cet équilibre est très, très difficile. Même si tu as 7-8 heures par semaine, il faut les trouver. Et il faut reposer, il faut manger, il faut s'habiller, il faut prendre une douche. C'est netto 7 heures, mais brutto, probablement c'est 14. Voilà. Oui. Et ça devient déjà assez compliqué. Cette balance est très, très difficile. Et qu'est-ce qu'on a vu vraiment, si cette balance n'est pas bien gérée, ça peut vraiment créer burn-out, blessure aussi, parce que si on fait trop d'entraînement, on ne se repose pas, on va se blesser finalement. Oui. Et oui, ça, c'est un grand risque, cette passion. Il y a des questions justement sur ton taux de travail. Est-ce que tu adaptes ton taux d'activité pour l'entraînement ? Mon taux d'activité, il est constant.
je suis à 80%, il est constant. C'est simplement que je vais ajouter des jours de vacances ou je vais utiliser des heures supplémentaires sur des semaines où je sais que je vais essayer de mettre une charge supplémentaire. Typiquement, la semaine qui vient, avec l'Ascension, j'ai un congé supplémentaire, donc on va essayer de s'organiser aussi pour que je puisse, je vais me lever tôt, je vais pouvoir faire une sortie, des sorties en montagne, puis de revenir vers 9-10 heures, donc peut-être partir à 6-7 heures et revenir vers 9-10 heures pour pouvoir justement après profiter des moments en famille qui pour moi sont importants. Ma récup, c'est vraiment avec eux, même si c'est pas toujours de la récup, on s'entend, mais c'est vrai qu'au niveau de cette charge émotionnelle, j'ai besoin de ça, c'est un peu mon équilibre. Donc sur des jours comme ça, je vais réussir à compiler un peu comme ça, mais je ne vais pas chercher à en faire plus en fait finalement. Et le nœud pape, tu le gardes aussi au bureau? Il y a le pas mal de questions sur le nœud pape. Pas au bureau, mais je pourrais essayer éventuellement. Non, le nœud pape, c'est vraiment une histoire. On parle de préparation mentale. C'est vrai que moi, depuis 2015, depuis qu'on s'est mariés, au fait, finalement, puis de l'enterrement de vie de garçon avec mes potes, dont certains sont ici, au fait, finalement, c'était des nœuds papes qui m'avaient offert à mon enterrement de vie de garçon. Et donc, du coup, je les ai gardés et c'est ceux-là qui courent avec moi. Donc, au fait, c'est assez symbolique parce que finalement, j'ai l'impression d'une part que ma famille est aussi avec moi, mes amis et autres, même si maintenant, ils viennent de moins en moins me voir aux ultras parce que ça fait trop longtemps que je fais ça, donc c'est un peu ennuyant. Mais effectivement, j'ai l'impression, puis c'est devenu un gris-gris, au fait, maintenant, et une espèce de petite superstition. Donc, ça compte aussi dans tout ce qui est préparation mentale. Tatiana, dans toutes les personnes que tu as interviewées, est-ce que ça se retrouve, ça, ces petits trucs qui nous permettent de penser à la famille ou je sais pas, des bonbons, des choses qui permettent mentalement d'avancer? Des photos, des peluches. Bien sûr, tous les petits trucs, ça aide, non? De penser à, de prendre une douche après, vraiment d'avoir quelque chose de petit, un petit bonbon avec soi. C'est les petites choses que vraiment c'est bizarre que ça peut motiver en fait. Et c'est vraiment, quand tu parlais aussi de ça, il faut vraiment bien gérer cette conversation dans la tête avec soi-même, que ça reste en fait positif, parce que c'est vraiment ces montagnes russes, on rentre, c'est vraiment dans la tête, c'est un sport mental, et si on n'est pas capable de gérer cette conversation comme un sol, c'est nuit, montagne, petit chemin, petite lumière, et on a tellement sol dans le monde. Et les conversations, les choses qui arrivent dans la tête, c'est extraordinaire. Et on n'a pas les mêmes hommes ou femmes après. Ça, c'est sûr. Ça, et je pense que ça aussi, c'est une raison pourquoi on fait ça, pour vraiment créer ce moment extraordinaire oui, c'est une méthode légale, oui. Sinon, on ne trouve pas quelque chose comme ça dans la vie quotidienne, non. Non, c'est des émotions qui sont très dures à retrouver. Donc voilà, avec la partie dangereuse d'avoir envie d'y goûter trop souvent, mais aussi si on le fait trop souvent, on ne revit plus les mêmes émotions. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver et de se poser les bonnes questions pour lesquelles on veut le faire en fait. Pour aller au bout d'un ultra trail, il faut que l'objectif, la raison de finir, elle soit établie. Pourquoi j'ai décidé de faire cet ultra trail? Si on n'est pas clair sur cette réponse-là, dans les moments difficiles, ça va être dur de tenir. Et on aura toujours la tentation de vouloir arrêter parce que finalement, on va se dire, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Et puis là, je vais arrêter. Et puis voilà, on va trouver x, y raison pour y aller. Mais c'est vrai qu'il y a des moments en course où on va devoir décomposer, revenir à l'essentiel et se dire, oula, il me reste 100 km. Non, si je me dis ça, c'est fini, je mets le clignotant et j'arrête. Mais de décomposer, là je veux aller jusqu'au sommet de ce col, éventuellement jusqu'à la forêt là-bas, même jusqu'au caillou là. On va le décomposer en fonction de la difficulté et de la problématique dans laquelle on est confronté. On va essayer de le réduire au minimum, puis dire ok, une pierre de moins, un arbre de moins, un col de moins. Et on ne va pas voir la finalité, parce que la finalité elle peut faire peur. Finalement, on se dit, moi à l'entraînement, je ne vais jamais faire 170 km. Je ne vais même pas en faire, mais mes plus longues sorties, elles vont peut-être faire 30 km. Et c'est justement à quelques moments dans l'année. Donc finalement, est-ce que je sais si j'en suis capable ou pas? Ce n'est pas l'entraînement qui va me dire ça. C'est finalement la confiance qu'on arrive à avoir en soi. Forcément, quand on l'a fait déjà une fois, on sait qu'on en est capable, donc ça aide. Mais c'est de se dire que finalement, le corps est incroyable.
c'est une machine phénoménale. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a à l'intérieur, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Et même si vous ne faites pas de sport, même si vous n'avez pas l'impression, vous en êtes capable. Bien sûr, ça prendra peut-être plus de temps, mais on est tous capables de faire ça. Et donc, c'est ça qui est assez extraordinaire, d'aller titiller et d'aller rechercher un peu chacun à notre niveau, en fait. Je pense moyenne vitesse pour finir UTMB en average, c'est environ 4 km par heure. Bon, un plus peu maintenant, moins. ouais. Oui. Maintenant, oui, mais c'est il 7, faut 8, faire ouais. ça pendant 40 Ouais, heures. c'est ça. Oui, ça c'est mais Ouais. tout le monde peut marcher avec cette vitesse, c'est presque comme ça, on marche, hein, mais il faut marcher comme ça à 40 heures et c'est tout. Et Oui. même pour finir, c'est même 2,5, je pense. Moins de 3 km/h de moyenne pour finir. Alors, ça monte, ça descend, il y a les ravitaillements, plat, le non? temps d'arrêt et tout ça à compter. C'est pas plat. Non. C'est pas plat, mais c'est faisable. Enfin, c'est une rando-course, si on veut. Et si justement la gestion de course est impeccable, eh ben, il n'y a aucun souci de rentrer dans les délais finalement pour le faire. Et parfois, tu as des hallucinations quand tu cours, justement, quand tu dors aussi peu pendant plusieurs jours. Est-ce que tu as vu des choses, des éléphants roses ou des choses un peu incroyables? Alors justement, ça c'est une question qui revient très souvent. Alors j'ai énormément d'amis qui ont vécu des hallucinations et tout. Moi, j'ai la chance de ne pas vraiment en avoir eu. Juste peut-être des cailloux qui sont troubles, qui se déplacent un peu, des arbres qui se retrouvent plus aux mêmes endroits. Mais généralement pas en course. Parce que jusqu'à présent, les dossards que j'ai mis, les plus longues courses que j'ai faites, c'était 170 km. Et là, moi, je passe une nuit, voire une nuit et demie, et un début de nuit. Donc, j'arrive pas encore à avoir des hallucinations à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir que la semaine avant, on recharge pas mal, on dort bien, on fait des siestes. Donc, on a une petite recharge en termes de sommeil qui finalement fait qu'on arrive à avoir cette marge. Par contre, sur la traversée de la Suisse, sur la fin, ça commençait à devenir très compliqué. Je faisais des pauses de 25-30 minutes pour dormir, donc j'en ai fait 7 comme ça. Et donc du coup, c'était l'idée de tomber dans un sommeil profond et de me réveiller sans avoir de courbatures, sans avoir des jambes me bloquer où je ne puisse plus redémarrer. Donc éviter de faire par exemple 1h30 où finalement après on commence déjà à avoir des courbatures. Par contre, sur la dernière nuit, il n'aurait pas fallu avoir encore une 4e nuit. Parce que là, je commençais vraiment à avoir trouble, à plus être trop lucide. Et là, je pense qu'il y aurait pu avoir des hallucinations. Mais effectivement, moi, j'ai des amis qui finalement voyaient des ours les attaquer, des éléphants roses qui commençaient à crier. Et ça peut devenir dangereux parce que forcément, là, ça veut dire que notre gestion du sommeil, elle est vraiment pas bonne, elle n'est pas adaptée. Parce que là, il y a eu des en trail, en ultra trail, comme dans tous les sports de montagne, il y a des morts, même sur des courses, à des moments, des gens qui sont tombés. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont tombés. En fait, ce n'est pas un endroit plus dangereux qu'un autre, mais justement, certains émettent l'hypothèse qu'avec les hallucinations, justement, peut-être qu'on pense que le chemin est continu, puis au fait, on part dans le vide, et puis on tombe. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont... Là, on parle dans le dangereux. Donc quand on passe plusieurs nuits dehors, notamment les fins de peloton, même sur un UTMB où ils vont passer 2 nuits complètes, là, sur une fin de nuit, il y a la gestion du sommeil qui rentre en compte. Et ça, justement, faut l'avoir préparé et de se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais dormir quand même 1 heure. Je vais donner ce reset à mon cerveau pour qu'il n'ait pas ce genre d'hallucination. Il y a aussi cette idée de se connecter à la nature, même si on fonce. Ça, c'est aussi une des motivations des gens, c'est de quitter peut-être leur confort ou la ville aussi pour retrouver un peu cet instinct naturel. Exact. Cette connexion avec la nature, c'est une grande raison qu'on a un peu perdu, comme on habite dans la ville, tout ça. Et oui, ça, même si on arrête avec ce sport de ultra, je pense qu'on reste connecté avec la nature pour le reste de la vie, vraiment. C'est comme ça. Oui. Tu as le temps de regarder un peu les paysages ou ça va trop vite? Alors à l'entraînement, beaucoup. En course, ça dépend. Typiquement, l'année passée, sur la Hard Rock, donc dans le Colorado aux États-Unis, il y a eu des moments quand même qui restent gravés. Donc je ne connaissais pas la course, donc forcément, je n'avais pas été voir à l'entraînement avant. Il faut savoir qu'on passe 4 fois à plus de 4000 mètres. Mais un 4000 mètres dans le Colorado, c'est comme ici, un passage à finalement 1800, 2000, en termes de végétation, en termes de difficultés techniques. Donc, ce n'est pas de l'alpinisme. On peut courir clairement sur une crête à 4000 sans aucun danger. Mais par contre, il y a les effets de l'altitude. Et là, justement, au passage le plus haut, à Andy's Peak, à 4200 mètres,
bah là, moi, j'ai eu un coucher de soleil formidable sur toutes les San Juan Mountains. Tout était rose à l'horizon. Et là, j'ai pris 30 secondes. Je me suis posé, j'ai profité pour manger, pour boire, et c'était magique. Mais c'est vrai qu'en général, pendant la course, on n'est pas là pour... ça dépend un peu comment on le fait. Moi, je ne suis pas là pour acheter du terrain, comme je dis souvent, en rigolant. Donc voilà, je vais avancer. Le but, c'est quand même de faire la performance la plus complète possible. Donc je vais avancer. Par contre, à l'entraînement, même ici à Montreux, quand je vais m'entraîner, alors là, je prends le temps de même pique-niquer au sommet avant de redescendre. J'essaye de prendre le temps dans la mesure du temps que j'ai à disposition aussi. Parce que finalement, c'est ça. Si j'ai 2h, 2h30 pour m'entraîner, si je passe une demi-heure à pique-niquer en haut, finalement, c'est un peu moins efficace. Donc voilà, c'est trouver un peu ce compromis entre tout. Tatiana, on a parlé du développement du trail. Est-ce qu'un jour, ça pourrait devenir un sport olympique, par exemple, ou quelque chose d'encore plus mainstream? Oui, bien sûr. C'est déjà un peu sport olympique. Les disciplines d'escalade, exact, c'est déjà olympique. Et un jour, probablement, c'est déjà devenu aussi un grand business. C'est tout le sport parce que, par exemple, Ironman est acheté par Vanda pour 60 000 dollars. Après, Vanda, Ironman a acheté une partie de UTMB. Et ça, bien sûr, cette commerce, cette business, un jour, oui, on va arriver à Jeux olympiques. Et UTMB, c'est presque championnat du monde pour ultra trail aussi. C'est les plus prestigieuses compétitions qu'on peut gagner. Oui, bien sûr. Oui, c'est vitesse, ça compte, bien sûr. Mais je dois dire, Diego, c'est pas très représentant pour ce sport, oui, parce que vraiment, la grande majorité, vraiment 95% des participants, ils ne sont pas professionnels, pas élite. Toi aussi, pas professionnel, mais élite quand même. Oui. Tout court pour être placé, pour vraiment gagner. La grande majorité, c'est vraiment pour finir, pour arriver avec vraiment majorité les dernières 2 heures avant les clôtures, le cut-off. Oui, c'est vraiment un sport encore assez populaire. Oui. Mais justement, ce côté business, j'imagine que ça t'aide forcément, ça aide plein de coureurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de perdre un peu son âme aussi et de devenir plus qu'un business et pas ce qu'est le trail au fond? Oui, alors ça m'aide pas vraiment, je suis trop vieux pour ça. Non, mais effectivement, par rapport à quand j'ai commencé et des années où typiquement je m'impliquais vraiment, nous on a fait partie de la génération en fait, où on a fait connaître un peu le trail et l'ultra trail à la population avec d'autres coureurs. Là maintenant, effectivement, les marques commencent à vraiment mettre de l'argent. Il y a des jeunes, et c'est aussi une des dérives probables, c'est qu'il y a des jeunes maintenant qui ont comme objectif de devenir professionnels dans le trail, quoi. Donc typiquement comme on peut devenir professionnel dans d'autres sports, et donc du coup de vouloir avoir peut-être une tendance à partir dans l'ultra un peu jeune, de ne pas avoir justement toute cette préparation, d'avoir cette gestion de course, d'avoir toute cette mentalisation en ultra. Et généralement, ça peut être très difficile parce qu'ils voient que c'est pas si facile finalement d'avoir des résultats, parce que ça demande de l'expérience, ça demande de la gestion. Et puis ces gens-là, en fait, finalement, ils se retrouvent à cogiter parce que finalement, ils s'entraînent énormément, ils sont à la maison, ils pensent trail, ils mangent trail, ils vivent trail. Il n'y a pas d'autre chose à côté. Et ça, on trouve de plus en plus maintenant de jeunes, on va dire de jeunes 25 ans, même en dessous de 30 ans, qui décident de faire le pas parce qu'il y a des marques qui mettent de l'argent, mais il y a toujours le revers de la médaille, et c'est pas forcément évident, surtout qu'on en vit, certains maintenant en vivent bien à très bien, mais en général, c'est quand même assez précaire, et donc du coup, voilà, c'est quand même difficile. Juste une dernière question, Tatiana, sur la gestion de la douleur. Diego a beaucoup parlé du fait de persévérer, d'aller au-delà, de dialoguer avec cette douleur. Mais quand est-ce qu'on peut savoir qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il y a un moment où vraiment ça ne va plus? Oui, normalement, encore une fois, c'est un athlète élite. Oui, moi, je suis aussi coach. Et normalement, je dis, si tu as de douleur, c'est déjà un problème. Normalement, c'est fatigue, mais c'est fatigue extrême qu'on essaie de gérer. Si on a des douleurs qui n'est pas courbature, ça c'est un problème. Oui, il faut déjà arrêter parce que ça peut être quelque chose d'assez sérieux. Fatigue, oui, on va gérer. Douleur, c'est pas
musculaire, c'est un problème. Oui, bien sûr. On a beaucoup de courbatures parce qu'on descend tout le temps aussi. C'est, comme tu as dit, descendre, c'est le plus difficile. Mais normalement, si on a cette douleur qui n'est pas musculaire, à mon avis, il faut arrêter. Mais c'est toute l'analyse, justement, qu'on est capable de faire éventuellement avec l'expérience. C'est de savoir, à partir du moment, quand est-ce que cette douleur est dangereuse pour notre santé, quand c'est une douleur qui est, on va dire, acceptable. C'est-à-dire qu'on sait que finalement, à l'arrivée de la course, 2-3 jours après, une fois que 3, 4, 5 jours après, une fois que les courbatures sont parties, finalement, il n'y a rien qui reste. Ou éventuellement quelque chose, comme elle disait, que c'est musculaire. Une douleur musculaire, finalement, une petite déchirure, une élongation, tant que la douleur elle est supportable, il n'y a rien de grave. C'est quelque chose qui se répare. Ce n'est pas une douleur osseuse, c'est pas... Voilà. Donc il y a aussi une analyse, une connaissance de soi-même, et ça fait partie aussi de toute cette intelligence de course, on va dire, c'est de réussir à déterminer qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui l'est pas. Et ça peut être indépendant d'une personne à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même. On peut demander à quelqu'un, mais on ne saura pas. On n'est pas dans l'avion. Je ne suis pas dans l'avion Hugo, je ne suis pas dans l'avion Tatiana, donc je ne peux pas juger tous ces paramètres. En fait. En parlant d'avion, je crois qu'on va devoir atterrir. Malheureusement, on pourrait continuer à parler des heures, des jours, j'en suis sûr, mais Diego et Tatiana vont rester encore un peu dans les parages. Donc, si vous avez encore des questions que je n'ai pas pu poser, et je sais qu'il y en a, ce sera l'occasion de le faire. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Merci à vous deux aussi, et bonne suite de journée avec les Mystères de l'UNIL. Merci.